Parlons des substances, toi, qui altèrent l'esprit. Cette vidéo sera sûrement démonétisée, mais peu importe, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Je vais évoquer toutes les substances altérant l'esprit que j'ai testées, ainsi que les inconvénients et les avantages irréalistes de chacune. Je précise d'emblée que je ne cautionne l'usage d'aucune de ces substances. Ce ne sont que mes expériences personnelles et ce que j'en ai retenu. Nous allons aborder la caféine, Rolatali, la nicotine, l'herbe ou marijuana, les champignons, le kratom, puis deux drogues que je n'ai pas consommées mais que beaucoup de gens autour de moi prennent souvent, la cocaïne et la MDMA. Pour commencer, la caféine est l'une des substances à effet psychoactif les plus courantes que les gens consomment. C'est tellement courant que la plupart des gens ne la considèrent même pas vraiment comme une substance qui altère l'esprit. La caféine est consommée par une très grande partie des citoyens américains, ainsi que par des personnes partout dans le pays, que ce soit sous forme de café, de doses de pré-entraînement, de boissons énergisantes ou sous n'importe quelle autre forme que vous pouvez la prendre. En fait, j'ai commencé à consommer de la caféine après beaucoup de ces autres choses. Le café ne m'a jamais vraiment attiré. Je me contentais de me lever et d'aller à l'école, au travail ou ailleurs, sans jamais voir l'intérêt d'en consommer. Je n'en prenais pas avant mes entraînements. J'ai commencé à consommer de la caféine en travaillant chez General Nutrition Company, car j'y avais un accès plus facile et j'ai voulu essayer. La caféine, en gros, ça te donne juste un coup de boost pour ceux qui vivent sous une pierre et qui ne savent pas ce que c'est. Ça donne de l'énergie, beaucoup en prennent pour éviter la fatigue. C'est un stimulant qui aide parfois à se concentrer, mais en grande quantité, il peut réduire la concentration. J'ai travaillé avec G-Fuel, une excellente entreprise avec qui collaborer, et je n'ai rien contre eux en disant nous ne sommes plus partenaires, mais j'ai encore un frigo G-Fuel et j'en bois parfois. Mais une chose dont je me souviens, c'est un moment en direct dont j'ai déjà parlé, où j'ai fini par prendre probablement environ 600 mg de caféine. La consommation moyenne de caféine par jour pour une personne est probablement d'environ 250 mg. Je buvais une de leurs canettes à 400 mg, puis j'en ai pris 140 de plus pour un stream caritatif ou un gros don, je ne sais pas. Et c'est devenu si fort que mon cœur battait tellement fort que je devenais anxieux. Je n'arrivais plus à me concentrer et je tremblais. Et dans ce sens-là, c'était terrible. D'après ma propre expérience, je ne perçois pas vraiment la caféine comme étant si mauvaise dans la façon dont elle m'affecte. Je consomme de la caféine presque tous les jours. Maintenant, je bois du café ou de l'espresso chaque jour et je prends une boisson énergisante pendant le stream. En général, je prends de la caféine environ 2 fois par jour. Je n'ai pas vraiment les symptômes de sevrage que beaucoup de gens ressentent lorsqu'ils consomment de la caféine quotidiennement, comme des maux de tête s'ils n'en prennent pas. Il y a eu plusieurs jours où je n'ai pas consommé de caféine sans en être vraiment affecté. Je peux me sentir un peu fatigué, mais on développe quand même une certaine dépendance à cette substance pour rester éveillé et se sentir énergisé. Beaucoup d'adolescents et de spectateurs de cette vidéo consomment sans doute de la caféine quotidiennement. J'ai des gens dans mon chat qui disent qu'ils boivent 2 ou 3 Monsters ou Red Bulls dans une journée et ça fait vraiment beaucoup de caféine. Je pense qu'un gros problème avec la caféine, c'est que les gens en prennent trop. Je n'aime pas trop employer le terme overdose car il est très négatif, mais les gens consomment trop de caféine, ce qui, selon moi, provoque plus d'effets négatifs que positifs pour la plupart. Si vous buvez une tasse de café par jour pour vous réveiller le matin et vous donner un petit coup de fouet pour aller faire du sport ou quelque chose dans ce genre, je ne pense pas que ce soit forcément mauvais. Mais si vous prenez 2, 3 doses de ce putain de pré-entraînement Jekyll and Hyde, ce qui fait genre 650 mg de caféine, votre cœur bat à tout rompre à 130 battements par minute et vous êtes littéralement en train de trembler en restant immobile. Je pense que là, ça devient un peu problématique. À forte dose, ça peut vraiment ruiner ta concentration et faire en sorte que tu n'arrives plus à te focaliser ou à faire quoi que ce soit. C'est vraiment mauvais, surtout en situation d'apprentissage ou quand tu essaies d'accomplir une tâche. Ensuite, nous allons parler de l'alcool, que je considère comme l'une des pires drogues et aussi l'une des plus banalisées dans la société actuelle. J'ai souvent évoqué la consommation d'herbe, étant un utilisateur régulier de marijuana. Nous en reparlerons ensuite. Mais l'alcool est tellement banalisé et légalisé dans pratiquement tous les pays du monde. Et tellement d'autres choses que je dirais qui ne sont pas aussi mauvaises sont illégales. Et comparativement, quand on regarde les gens boire et devenir ivres au point d'être agressifs, l'alcool cause un très grand nombre de décès. L'alcool incite à de mauvaises décisions,
Cela altère tellement votre jugement que ce n'est même pas comparable à d'autres substances de cette liste ou à d'autres substances en général, surtout avec la fréquence à laquelle les gens consomment de l'alcool, en particulier à un jeune âge. La première fois que j'ai commencé à boire, j'avais 16 ans. C'était le jour de l'an, j'étais chez mes amis et on buvait du Malibu avec du jus d'orange. Et je me souviens d'avoir été très nerveux. Je ne savais pas combien d'alcool il fallait consommer pour être ivre. Donc j'étais, vous savez, très prudent parce que je ne voulais pas être trop ivre. Parce que je connaissais évidemment des gens qui, vous savez, devenaient trop ivres et devaient aller à l'hôpital ou avaient une intoxication alcoolique. Je n'étais évidemment pas à ce niveau. Mais je pense qu'il faut être très vigilant avec l'alcool, surtout quand on le découvre à l'université, car on peut assister à des drames en fraternité ou entendre des récits tragiques de morts par intoxication ou d'accidents mortels liés à l'alcool. Et c'est grave. Sous l'effet de l'alcool ou simplement en étant ivre, je continue quand même à beaucoup boire, non? Je sors avec mes amis, c'est quelque chose de très courant. C'est une situation sociale d'aller boire un verre, ce qui fait partie du problème parce que c'est tellement normalisé que même si tu reconnais que c'est un problème, tu vas quand même y participer. Surtout si tu es quelqu'un de mon âge au début de la vingtaine. Le week-end, les gens sortent au bar pour traîner avec des amis, rencontrer du monde, jouer, discuter et s'amuser. Mais une partie de ce processus, c'est de se saouler, vraiment. Beaucoup diront qu'on n'a pas besoin de boire pour s'amuser dans ces situations. Mais être sobre, entouré de gens complètement bourrés, à mon avis, c'est vraiment super chiant. Et je ne fais pas l'apologie de la consommation d'alcool. En fait, je fais plutôt l'inverse. Mais je dirais que même si je reconnais que l'alcool est mauvais pour moi, pour mon propre jugement et évidemment pour ma santé, je continue quand même à boire, tu sais, assez régulièrement. Je pense qu'une grande partie de la raison pour laquelle les gens aiment boire, c'est l'aspect social et tout ce qui va avec. Parce que quand on le compare vraiment à d'autres substances en général, ce n'est même pas si agréable que ça. C'est juste quelque chose que les gens aiment faire ensemble parce qu'on peut en consommer lentement avec de la bière, hein, jouer à des jeux, traîner avec des amis et discuter. Et c'est la même chose que de sortir fumer une cigarette avec quelqu'un, mais sur une très longue période, pendant toute une soirée, tu traînes avec des gens en buvant. Et c'est aussi quelque chose que les gens de mon âge trouvent amusant, jouer à des jeux d'alcool et rendre tes amis plus ivres que toi, parce que même si tu es ivre, tu ne l'es pas autant qu'eux et tu ressens une sorte de succès ou d'accomplissement en gagnant les jeux. C'est bizarre parce que je critique tellement l'alcool. Mais tu sais, 2 ou 3 jours après l'enregistrement de cette vidéo, je vais probablement jouer au beer pong avec mes amis et soit eux, soit moi, on va finir complètement bourré. Et honnêtement, j'ai vraiment essayé de faire attention à ma consommation d'alcool par le passé. Je ne pense pas que je bois trop souvent en termes de nombre de jours. C'est juste que quand je bois, j'ai tendance à boire trop. Et ça, c'est un problème. Il y a eu plusieurs fois où je me suis retrouvé, tu sais, tellement ivre que quand je m'endors, je me réveille à moitié. Tu sais, encore endormi et je finis par uriner dans un coin ou quelque chose comme ça. J'ai déjà fait ça. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Je me suis aussi retrouvé tellement ivre que j'ai vomi. Et c'est quelque chose de très courant chez les gens de mon âge qui se saoulent. Tu te retrouves tellement ivre que tu dois vomir. Et ça, c'est mauvais. Et tu aussi être tellement ivre que ton corps t'oblige à évacuer cet alcool de force. C'est mauvais parce que plus tu es ivre, moins tu te rends compte des décisions que tu devrais prendre et de ton véritable état d'ivresse. J'ai remarqué cela moi-même, n'ayant jamais perdu connaissance à cause de l'alcool. J'ai déjà été drogué dans des bars ou drogué une fois dans un bar, Barstool à Philadelphie. J'emmerde cet endroit. Je n'ai jamais été ivre au point de perdre connaissance. Mais il m'est arrivé d'être si saoul que je savais que je continuais à boire en sachant qu'une heure plus tard, je serais sûrement trop ivre et que je devrais vomir. Et ensuite, tu as la pire gueule de bois de ta vie. C'est vraiment le pire avec l'alcool en général. Évidemment, tu sais, le fait que ton jugement soit altéré et toutes ces autres choses. Mais aussi se réveiller le lendemain avec un mal de tête limite migraine pendant 8 heures d'affilée en se sentant nauséeux, vaseux, fatigué et vieux, c'est horrible. Et ça ne fait qu'empirer avec l'âge. J'ai 23 ans. Et si je me réveille ainsi, quelqu'un de 50 ans se sentira aussi mal, voire pire, et pour 2 fois plus longtemps. Pour être honnête, c'est mauvais, hein. Je ne veux pas donner, vous savez, des aspects positifs à ça. Boire, c'est amusant.
Être avec ses amis, vous savez, jouer à des jeux, discuter, goûter différents types d'alcool, aller dans des bars, commander des cocktails variés, regarder le barman préparer la boisson, vous parler, les servir, prendre des boissons sophistiquées ou faire des shots avec vos amis. C'est une activité et un groupe. Je ne veux pas dire que c'est une expérience de rapprochement, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Et dans des pays asiatiques, hein, mais comme le Japon, il est très fréquent que les hommes s'enivrent au point de s'endormir dans la rue en tenue de travail, puis reprennent le travail le lendemain. À ma connaissance, il est d'usage que, corrigez-moi si je me trompe, les employés japonais n'osent pas refuser un verre proposé par leur patron. Et il est aussi considéré comme une bonne chose de pouvoir tenir une grande quantité d'alcool quand on boit. Ils trouvent cela impressionnant, et ce n'est pas seulement courant au Japon, mais partout dans le monde. À l'université, lors d'une fête de fraternité, boire beaucoup est moins souvent perçu comme cool. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que boire et aller à ces fêtes de temps en temps, et se saouler vraiment, c'est mauvais pour vous. Ce n'est pas si grave, mais vous ne pouvez pas laisser ça devenir une habitude. Il y a tellement de gens qui sont de vrais alcooliques comme à la fac et qui pensent que c'est cool. Parce que quand on a une vingtaine d'années et qu'on boit tous les soirs et tous les jours, on passe pour un mec cool et fêtard. Faire cela à 35 ans vous ferait passer pour un dégénéré. La prochaine, c'est la nicotine. On parlera du cannabis après. La nicotine est bizarre. Il existe plusieurs façons de consommer de la nicotine, que ce soit les cigares, les cigarettes, les vapes, ou vous savez, on a le zine, le snus, le tabac à chiquer, peu importe. Je n'ai jamais vraiment vapoté, j'ai juste essayé 3 ou 4 fois dans ma vie uniquement de la nicotine, pas du cannabis. Tout le monde au lycée le faisait. J'y étais de 2016 à 2020 et c'est quand la vape a vraiment pris de l'ampleur. C'est alors que les Jules ont été interdites et que des vapes jetables de marques inconnues, souvent chinoises, sont apparues dans des supérettes consommées par les gens. Je dirais qu'une personne sur deux dans ma classe de lycée vapotait toute la journée, dans les toilettes ou après les cours. Et aujourd'hui encore, mais je dirais que la moitié de mes amis vapotent tous les jours. Et ils ont commencé quand ils avaient, 14 ans. Personnellement, j'ai déjà consommé de la nicotine en zine. Quand je ne le fais pas, ce n'est pas souvent. Je n'ai pas utilisé de nicotine depuis 2 mois, tu vois. Mais quand je pars en vacances ou que je traîne avec mes amis à la plage parfois et qu'ils ont un zine, j'en prends un aussi. C'est une petite pochette de nicotine à mettre dans la bouche qui s'absorbe par les gencives. Elle peut causer un cancer des gencives, de la bouche ou de la gorge et procure un fort shoot de nicotine rapidement. Ce que je dirais, c'est que la nicotine est la substance la plus surcotée et la plus stupide que j'ai jamais vue ou essayée. Les gens font l'éloge de la nicotine dans des podcasts, comme les Mals Alpha, en disant que ça augmente la concentration et réduit le risque d'Alzheimer. Et tu sais, je ne vais pas vérifier ces conneries, mais je n'ai jamais utilisé de nicotine dans ma vie en me sentant mieux en tant que personne. Je n'ai jamais à utiliser de nicotine, fumé un cigare ou une cigarette, et me suis dit, waouh, je me sens mieux. J'ai l'impression que je pourrais accomplir quelque chose. Et ouais, la moitié du temps, je suis aussi bourré quand je consomme de la nicotine. Mais parfois, il y a eu des moments comme en Islande où je n'avais pas accès à de l'herbe, je suis quelqu'un qui se besoin d'être, sous l'effet d'une substance. C'est un autre sujet pour une autre vidéo, mais c'est un de mes mauvais côtés. Mais quand j'étais en Islande, je prenais des vélos équivalents aux Zins. Ils n'avaient pas la marque Zins, mais j'étais totalement sobre en les utilisant. Et ça te donne l'impression que quelqu'un est en train de t'étrangler. Ça te donne une sorte de sensation bizarre dans la tête. Tu te sens étourdi. On dirait que tu manques d'oxygène. Et ce n'est pas vraiment agréable, mais tu as quand même envie de recommencer. Et c'est ça l'aspect étrange et addictif de la nicotine. Pendant cette semaine où j'étais en Islande, je prenais des vélos tous les jours, genre 4 ou 5 fois par jour. Et à la fin du voyage, quand on rentrait en avion, je me souviens m'être dit: «Waouh, je tuerais pour un vélo là tout de suite». Et c'est là que je me suis dit: «Ouais, il faut que j'arrête d'en prendre. C'est mauvais». Et c'est comme ça que les gens deviennent accros. Beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo sont probablement en train de tirer sur une vape toutes les 2 ou 3 minutes. Et je dirais, évidemment, oui, il y a plus de risques de cancer. Il y a des produits chimiques que tu inhales, c'est mauvais pour toi. Et ça vient de quelqu'un qui fume de l'herbe et en consomme tous les jours, ce qui revient au même. Mais je peux quand même, tu sais, faire ça et aussi reconnaître que les deux ne sont pas bons pour toi. Et ce que je dirais, c'est que la tolérance se développe très rapidement. Je ne peux pas utiliser la nicotine à haute dose. Il existe plusieurs types de zines utilisés, 3, 6, 8 et 12 mg.
Je peux mettre un 3 dans ma bouche pendant environ 30 secondes. Non pas 30 secondes, plutôt 3 minutes. Je le ressens déjà tellement que je vais sans doute le retirer de ma bouche. Mais quand je faisais ça tous les jours, tu développes tout de suite cette habitude. Au bout de 4 ou 5 jours, tu es capable d'en faire 2 ou 3 fois plus qu'avant. C'est aussi ça le problème. Et comment les gens deviennent accros. Quand tu vapotes ou fumes, tu dépenses des centaines, voire des milliers de dollars par an en nicotine, car l'effet diminue avec le temps. Et ce n'est plus une substance qui te procure une récompense. C'est quelque chose dont tu as besoin pour te sentir normal. C'est là que les mèmes montrent des gens qui pètent un câble en cherchant leur vape, car ils ressentent un besoin physique, pas seulement mental, d'en prendre une bouffée. La marijuana est une substance que j'utilise, je dirais, 5 ou 6 jours par semaine. Je ne suis pas défoncé. D'habitude, je ne le fais pas en journée. Je me défonce quand j'ai terminé mes tâches. Parfois, pas je me défonce en direct, mais je ne pense pas vraiment que ça gêne mon processus de divertissement. Me définirais-je comme fumeur? Non, mais je dirais que je suis un consommateur fréquent de marijuana. Je plane souvent. Je dépense probablement, tu sais, plus de 1000 $ par an en herbe pour être honnête. Pour moi, l'herbe est l'une des meilleures et des pires substances que j'ai jamais consommées et que je continue d'utiliser. La première fois que j'ai été défoncé, j'avais 19 ans et j'ai mangé 2 comestibles que mon ami m'avait donnés. Je ne sais même pas combien de milligrammes il y avait. Je me rappelle seulement qu'il a dit que c'était la dose normale. Je n'ai rien ressenti pendant environ 30-40 minutes. J'ai vite plané, vomi, fait un bad trip, cru être au purgatoire. Et c'était un vrai trip. Et la plupart des gens, après une telle expérience, ne toucheraient plus jamais à l'herbe. Comme un idiot, j'ai voulu réessayer, mais en prendre moins. Et au final, j'ai fini par aimer ça, probablement, tu sais, 4 ou 5 mois plus tard. Et puis, tu sais, depuis ce moment-là, je dirais que j'ai consommé de l'herbe assez fréquemment, avec une augmentation de la consommation probablement vers l'année dernière, non? Avant, je me défonçais 1 à 2 fois par semaine. Maintenant, c'est plutôt 5 fois, généralement le soir. Une partie de mon problème en tant que personne, c'est que je ressens toujours le besoin de faire avancer les choses, surtout dans la putain de carrière que j'ai choisie. Je gère 5 chaînes YouTube et de nombreux types de contenus à produire et d'objectifs à atteindre. Et je peux les faire à n'importe quel moment de la journée. Donc, si je ne me détends pas, je ressens constamment le besoin d'en faire plus. Et une partie de ce que je fais, à tort d'ailleurs, ben, il y a d'autres moyens de contourner ça, mais une des choses que je fais pour ne pas ressentir ce besoin, c'est que je me défonce, tu vois? Après le stream, je bosse pendant 1 heure, 2 heures, et ensuite, tu sais, je me défonce complètement. Si je ne me défonçais pas, et il y a des jours où je ne le fais pas, comme hier, je bosse jusqu'à 2 heures du matin et ensuite je m'endors. Il existe des moyens de contourner cela et d'autres choses à faire. Et je pense qu'une des choses que je regrette le plus à propos de l'herbe, c'est que quand je plane, je ne fais rien qui ait de la valeur pour moi. Évidemment, j'apprécie le moment quand je plane, non? Je regarde un film ou je mange. Je joue à des jeux vidéo, je parle avec mes amis, peu importe ce que c'est, mais je n'apporte rien de concret à ma vie. Si je n'étais pas défoncé, je lirais plus. Quand je ne le suis pas, il m'arrive de lire. J'accomplirais sûrement plus. Comme dit, je pourrais trouver un passe-temps. Je pourrais faire d'autres choses qui donnent plus de valeur durable à ma vie que de rester défoncé pendant 4 heures sur un canapé à me détendre et à rire devant des vidéos marrantes. Et c'est là que je pense qu'il faut trouver un équilibre dans l'utilisation du cannabis en général. Je pense que beaucoup de gens qui me regardent sont défoncés 24 heures sur 24. Et je pense que c'est clairement un problème parce que ça va freiner ta motivation à accomplir des choses. Et évidemment, ta mémoire en regardant en arrière. Plus tu es défoncé longtemps pendant cette période, plus ça peut te sembler long. Mais quand tu repenses au passé, ta mémoire reste floue, contrairement à l'alcool où tu perds connaissance. Mais si je repense à certaines périodes où je me défonçais souvent, les souvenirs ont tendance à se mélanger. Et à moins que je me concentre vraiment et que je me dise hé, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine, ces 2 semaines ou ces 3 semaines, je n'arrive même pas à ne pas me souvenir. Mais c'est plus difficile pour moi d'avoir une histoire claire et précise de ce que j'ai fait cette semaine-là. Je pense qu'au début, l'herbe m'a aidé à réfléchir de façon philosophique, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour qui que ce soit. Et je ne pense même pas que c'était nécessaire pour moi. Quand j'ai commencé à planer, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à me spécialiser en philosophie. Mon passage des sciences de l'exercice à ma filière actuelle est aussi la raison de l'existence de cette chaîne YouTube.
Et j'ai commencé à réfléchir davantage à la moralité, à la mort, à la vie, à ma propre existence, à la conscience, à l'âme et à tous ces autres sujets pendant que j'étais défoncé. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était très gratifiant mentalement. J'écrivais beaucoup de mes idées et ça m'a aidé à former mes propres processus de pensée jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui. Mais à un moment donné, tu vas finir par manquer de ces choses-là. Et puis, me défoncer n'était plus pour moi un moyen de réfléchir philosophiquement. C'est devenu «Et je vais me défoncer et jouer aux jeux vidéo parce que je trouve ça agréable». Et l'une des pires choses à propos de l'herbe, mais aussi l'une des meilleures. Et là, je suis totalement transparent avec vous. Et c'est pourquoi je veux vraiment redire encore une fois que je ne fais pas l'apologie de la consommation d'herbe. Le problème avec l'herbe, c'est que ça rend tout sacrément amusant. Après là, le reste semble fade en comparaison. Et c'est pour ça que l'herbe devient addictive. Ce n'est pas physiquement addictif en soi, mais c'est addictif mentalement, parce que tout ce qui est comparable à être défoncé est moins bien. Regarder un film, c'est sympa. Regarder un film en étant défoncé, c'est encore plus sympa. Jouer aux jeux vidéo, c'est amusant. Jouer aux jeux vidéo en étant défoncé, c'est encore plus amusant. Et évidemment, ça ne s'applique pas à tout. Mais dans ma propre vie, j'ai vraiment vécu ça, où je fais quelque chose et je me dis, mince, si j'étais défoncé, ce serait mieux. Et ça, c'est mauvais, surtout pour beaucoup de gens qui regardent ça, qui sont des adolescents et qui se défoncent tout le temps. Parce que oui, évidemment, tu es démotivé et tu ne vas pas te souvenir de beaucoup de choses, et c'est plus difficile de réussir tes cours et de faire tout le reste. Mais ça t'engage aussi sur une mauvaise voie pour ton expérience de vie, parce que tu vas toujours dépendre de cette substance pour élever ce que tu ressens à un moment donné. Et c'est pour ça que je pense que ne pas tomber dedans sérieusement, c'est la meilleure chose à faire. Beaucoup de mes amis fument de l'herbe, parfois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Et je ne veux pas dire que je les envie, mais je salue leur capacité à ne pas ressentir le besoin de planer pour profiter davantage de certaines activités. L'herbe est aussi étrange parce que la façon dont tu la consommes change la façon dont elle te fait te sentir. Fumer de la marijuana, c'est en fait une substance différente pour ton corps, tu sais, quand tu la consommes et l'inspires par rapport au moment où tu la manges. En la mangeant et la digérant, elle devient hallucinogène, d'où les récits de personnes ayant des sensations hallucinogènes avec des comestibles, contrairement à ceux qui sont juste très défoncés et vomissent. Dans les deux cas, tu pourrais avoir de mauvaises expériences. Mais dans un cas, ça pourrait être plus surréaliste, plus, je sais pas, exaltant que quelque chose, hein, tu vois, comparable à fumer un joint. Je pourrais faire une vidéo entière sur la marijuana. Je voulais d'abord parler uniquement de ce sujet, puis j'ai préféré inclure une section plus longue sur le cannabis et y revenir peut-être plus tard dans une autre vidéo YouTube et passer au prochain. Donc, le prochain, évidemment, c'est pas évidemment. Le prochain, c'est le kratom. Je n'ai pas pris de kratom depuis environ 2 ans. C'est probablement la substance la moins connue dont je vais parler dans cette liste. Beaucoup de gens ne savent probablement même pas ce qu'est le kratom. Le kratom est une substance hallucinogène et délirante. Il est légal d'en consommer à partir de 18 ans. En fait, c'est encore moins contrôlé que le cannabis. Et avant que tu ne sautes dans ta voiture pour aller en acheter, laisse-moi d'abord t'en parler. Ça vient d'une feuille de kratom, généralement écrasée puis mise en gélule ou boisson. Le goût est mauvais. Et premièrement. Deuxièmement, c'est l'une des substances les plus étranges que j'ai jamais consommées. Le kratom à faible dose et à forte dose est radicalement différent l'un de l'autre. Le kratom à faible dose ressemble davantage à un stimulant. On a plutôt l'impression d'avoir bu une tasse de café, pris une pastille de nicotine et tiré sur une cartouche de THC en même temps, puis de laisser tout ça agir. À forte dose, cela peut devenir très hallucinogène et aussi un peu effrayant. Il y a eu un moment où j'ai pris un shot de kratom en direct et normalement j'en prenais la moitié et je jouais juste aux jeux vidéo. Cette fois, je pense que c'était juste un plus fort. Il était vraiment épais. Ça a vraiment un goût horrible, presque à en avoir des hauts le cœur. Je crois avoir pris presque tout le flacon. Et j'allais bien pour le reste du stream. Mais une fois que j'ai terminé le stream, c'était tellement fort que j'ai dû m'allonger. C'était tellement intense. Il n'y avait pas de visuel ni rien. Genre, je n'en ai pas pris assez pour, tu vois, de ressentir ça, mais c'était fort. Et j'ai vraiment dû m'allonger pendant environ 1 heure et demie jusqu'à ce que je me sente mieux pour continuer. Maintenant, le kratom a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Évidemment, les inconvénients, je viens d'en parler.
Il peut créer une dépendance chez certaines personnes, mais il est aussi utilisé dans de nombreuses études médicales pour aider à sevrer les gens des substances opioïdes, de l'abus d'alcool et d'autres, vous savez, problèmes liés à la drogue dont les gens sont dépendants. Souvent, les gens font la transition et cela les aide vraiment. Mais d'autres fois, Malucha m'a raconté des histoires de personnes qui ont essayé de faire la transition et qui ont fini par devenir dépendantes au kratom de la même manière, parce que ça reproduit en quelque sorte des effets similaires à ceux des opioïdes. Mais j'ai entendu plus de choses positives que négatives dans le domaine médical en particulier, mais c'est aussi dans le cadre de mes propres recherches sur le sujet. Je n'utilise plus de kratom maintenant. Je ne suis pas personnellement opposé à l'idée d'en utiliser à l'avenir. Je ne pense pas que ce soit une substance à utiliser quotidiennement du genre «Ah oui, c'est comme si je prenais ma vitamine du matin». Je ne consommerai pas de kratom quotidiennement. Mais si un ami me disait un jour «Hé, j'ai une pilule de kratom, tu veux essayer?» Je dirais peut-être, tu vois, mais je dirais généralement que c'est quelque chose dont la plupart des gens devraient probablement s'éloigner, à moins de vraiment faire des recherches, de se renseigner et de comprendre ce que c'est et dans quoi ils s'engagent. Je veux dire, c'est pareil pour beaucoup de ces substances dont on parle, surtout la marijuana. Soyez majeur pour utiliser la substance, ne l'obtenez pas illégalement et informez-vous sur ce que vous faites. Sachez qu'en gros, toute substance psychoactive aura des inconvénients. Vous devez connaître ces inconvénients. Les champignons, je n'en ai jamais parlé ni avoué que je prends des champignons. J'ai pris des champignons environ 10 fois dans toute ma vie. Normalement, en stream, je dis juste «Oh oui, quand je plane» ou quelque chose comme ça, parce que je ne connais pas les règles d'utilisation à ce sujet. Cette vidéo pourrait être limitée par l'âge, peu importe. Je pense aux champignons. J'ai pris des champignons environ 10 fois dans ma vie et ils varient énormément selon le type de champignon que tu prends. Tu pourrais prendre des champignons au pénis envie, Enigma ou Psilocybe subensis. Tu pourrais en prendre, il y en a plein de sortes, non? Et peut-être plus. Chaque espèce contient différents niveaux de psilocybine et psilocine, responsables des hallucinations. Je crois qu'en fait, c'est utilisé au niveau évolutif comme un poison ou un répulsif contre les insectes. Donc, les fourmis et tout ça ne mangent pas les champignons qui en contiennent. C'est aussi juste une coïncidence que ça nous fasse planer. La raison pour laquelle les champignons font peur, c'est à cause du manque de connaissances sur la quantité à prendre et sur la façon dont ça va te faire te sentir. C'est un hallucinogène. Ce n'est pas comme si tu venais de fumer un joint. Tu vas percevoir les choses, penser différemment, voir des choses que tu ne vois pas normalement, et ça peut changer les gens de façon négative. J'ai eu des amis qui ont paniqué, essayé d'appeler la police contre eux-mêmes ou contre d'autres personnes, et qui ont passé un très mauvais moment tout du long. Heureusement, ils se réveillent en forme le lendemain, contrairement à d'autres. Et ils se retrouvent, tu sais, dans une mauvaise passe ou un mauvais état. Peut-être pour le reste de leur vie, ou pour une très longue période. Maintenant, tu es avec des champignons moi-même, j'ai eu à la fois les meilleures et les pires expériences de toute ma vie. La seule fois où j'en ai pris, j'ai joué à un jeu appelé L'Homme de Médane avec 3 de mes amis. Et nous étions assis sur le canapé. Et si tu ne connais pas L'Homme de Médane, c'est un jeu d'anthologie sombre qui fait assez peur. Et on en a pris et joué presque tout de suite, vite 1 minute après le début. Je ne pouvais plus quitter mon canapé. J'avais l'impression d'être dans le jeu. J'étais complètement immergé. Leurs visages se transformaient, leurs yeux évoquaient ceux d'un poisson rouge. Et j'étais là, pas en train d'hyperventiler, mais une véritable panique traversait mon corps. Et je me sentais complètement figé, comme si, littéralement, mon clavier avait cessé de fonctionner dans un jeu vidéo. Je ne pouvais plus bouger, j'étais presque paralysé. Ça n'a probablement duré qu'1 minute, mais dans ma tête, ça a semblé durer une éternité. C'est une autre chose avec ça, la dilatation du temps sous champignon est tellement forte qu'1 heure peut sembler durer une journée. 1 minute peut sembler durer 1 heure. Et tu peux être sous l'effet de la substance pendant 5, 6 heures, mais tu peux avoir l'impression d'avoir vécu, tu sais, 3 ou 4 jours d'expérience ou de temps dans ce laps de temps, parce que ton cerveau passe rapidement d'une idée à l'autre et à différentes expériences. Et comme tu vis tellement de choses en si peu de temps par rapport au temps réel, ça paraît plus court, non? Donc tout ce que tu ressens je ne sais même pas si je suis clair. Tu vis tellement de choses en même temps que, quand tu y repenses, ou même quand tu le vis, tu as l'impression que plus de temps s'est écoulé que ce n'est réellement le cas. Bref, après avoir vécu ça, je suis allé aux toilettes, je me suis regardé dans le miroir et j'ai commencé à halluciner encore plus. On répète souvent «ne te regarde pas dans le miroir»,
C'était difficile pendant un moment, puis tout est allé mieux. On a fini par écouter Ice Cube et c'était l'un des moments les plus heureux que j'ai jamais vécu. J'ai ressenti une joie immense comme venue du monde entier. Et j'avais l'impression que la Terre me serrait dans ses bras et que tout allait bien se passer. C'était comme une paix intérieure que l'on ressent. Et c'est pour cela que les champignons sont beaucoup utilisés pour les personnes atteintes de stress post-traumatique ou dans des études médicales pour les personnes en phase terminale de cancer ou gravement malades. Parce que cela les aide à faire face à la mort et à affronter, vous savez, des expériences très difficiles qu'elles ont vécues ou qu'elles vivent actuellement. Maintenant, sur les 10 fois où j'en ai pris, je dirais que presque à chaque fois, la première heure a été difficile. Je ne suis pas quelqu'un qui en profite vraiment. Et c'est peut-être une question d'état d'esprit. Et j'essaie d'y aller avec un état d'esprit différent à chaque fois. Mais chaque fois que j'en prends, je me sens horrible pendant environ 1 heure. Et ensuite, j'atteins en quelque sorte un palier où je comprends où j'en suis maintenant. Je l'accepte et ça va. Et c'est l'une des choses les plus effrayantes. Quand tu utilises des hallucinogènes, tu n'as aucun contrôle sur quoi que ce soit. Et c'est ce qui devient terrifiant pour beaucoup de gens, parce que quand tu résistes, ça empire. Et les personnes anxieuses ou prédisposées à ça, à la schizophrénie ou à ce genre de choses. Il y a beaucoup de troubles médicaux que les gens ont où il ne faut vraiment pas prendre d'hallucinogènes. Et aussi simplement le type de personnalité que quelqu'un a. Si tu n'es pas prêt pour ça, ou si tu traverses contre un masque quelque chose, ou si tu es stressé par quoi que ce soit, ça va te consommer. Ça va faire remonter toutes les mauvaises choses que tu ressens, toutes tes insécurités, toute la culpabilité que tu as dans ta vie au premier plan. Et c'est mauvais, mais je pense que ça a aussi été une expérience enrichissante pour moi parce que ça m'a obligé à me confronter à qui je suis et à qui je dois devenir. Et beaucoup d'influenceurs vont dire: «Oh, les champignons m'ont changé», et beaucoup de gens se moquent d'eux pour ça. Et je ne dirais pas que c'est uniquement ça qui m'a changé en mieux en tant qu'individu, mais ça a clairement joué un rôle dans ma propre tête. Maintenant, une autre chose dont je voulais parler, c'est que les incohérences dans la puissance des champignons sont vraiment agaçantes et aussi effrayantes, parce que selon la variété que tu consommes, ça peut être radicalement différent d'une autre. Et même là, tu pourrais consommer 2 grammes de champignons Enigma ou Pénis Envie une fois et ne rien ressentir. Enfin, pas rien, mais vivre un trip très doux, tu vois. La fois d'après, avec la même dose, l'effet peut être 10 fois plus fort ou plus faible, sans aucun contrôle. Tu subis juste le voyage. Et parmi tous ceux que j'ai essayés, je dirais que les champignons pénis en vie sont de loin les champignons les plus puissants que j'ai jamais pris de toute ma vie. Je n'en reprendrai jamais. Ils étaient tellement puissants. Je n'en ai pris qu'environ 1,5 g. Je crois que la plus grande dose que j'ai prise était environ 2,7 de champignons Enigma. J'étais allongé sur une chaise longue à écouter de la musique avec mes amis pendant des heures, mais une partie de l'expérience n'était pas agréable. Une partie était agréable. Je me suis allongé sur l'herbe et j'avais l'impression de parler à la terre. Vous savez, c'est une expérience à part. On finit par avoir des pensées philosophiques. C'est vraiment difficile d'expliquer un trip parce que dans cet état d'esprit, tu es dans un état hallucinogène et tu essaies de l'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais pris de champignons ou qui ne l'a même jamais vécu lui-même dans son propre esprit et son propre corps. C'est presque impossible car chaque expérience est propre à chaque individu. Et comme tu es en train d'halluciner et que tu vis des choses que tu n'as jamais vécues auparavant, il est presque impossible de décrire en termes simples ce qui t'est arrivé. Bref, quand j'ai pris environ 1,5 g de pénis en vie, je regardais un documentaire sur la nature et tout, toute la pièce a commencé à se transformer. Je pense aussi que les avoir pris à jeun était une mauvaise idée. Leur goût est dégueulasse car ils poussent dans la merde. Et j'ai commencé à me sentir vraiment nauséeux. Et puis j'ai essayé de m'allonger et de me détendre. Et je fermais les yeux. Avec les champis, les yeux fermés donnent l'impression d'être ouverts et tu commences à voir des choses. On était dans une pièce sombre, j'avais les yeux fermés mais l'impression de les avoir grands ouverts. Je voyais des trucs et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et à un moment donné, j'ai fini par mettre une chanson et je me disais genre, il faut juste que j'accepte ça, tu vois? Il n'y a rien que je puisse faire, je vais être dans cette situation pendant les 5 prochaines heures, autant essayer d'en profiter, tu vois? Finalement, tout s'est bien passé, j'ai parlé avec un ami qui jouait le gardien de tripes. Et je riais en lui disant que j'avais l'impression d'être dans une maison hantée. Tout était de travers, prêt à tomber. Et on a fini par juste parler de l'expérience. Il me posait plein de questions et je lui racontais ce que je voyais et tout ça. Donc j'étais encore cohérent, mais c'était très fort. La plupart du temps,
Un trip aux champignons, c'est comme une montée régulière, puis tu atteins un plateau au sommet et ensuite tu redescends. Celui-ci, c'était comme une montée, puis un plateau, et je me suis dit, ça va. Ça a monté d'un coup, j'ai flippé, puis c'est redescendu, stabilisé et encore baissé. Donc ouais, moi c'était bizarre, je ne prends pas de champignons. Je n'aurais jamais pensé parler de ça ouvertement en vidéo. Cette partie pourrait être coupée parce que je n'ai vraiment pas envie de faire la promotion de cette utilisation, parce que ce n'est pas quelque chose qui est, tu sais, généralement, c'est mal vu. C'est mal vu et c'est aussi effrayant, non? Tu pourrais tomber sur de mauvais champignons. Tu pourrais te retrouver dans une mauvaise situation. Tu pourrais ne pas être prêt, en prendre trop ou subir un effet négatif durable. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux et ce n'est généralement pas quelque chose que l'on fait pour s'amuser. Bref, hein, j'ai, tu sais, des tas d'histoires sans lit sur ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu mes amis vivre et vice-versa. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On pourrait aussi faire une vidéo sur les champignons hallucinogènes. Mais en général, je pense qu'ils sont bons dans les études médicales. Je pense qu'ils peuvent être bien utilisés et vraiment profiter aux gens. Ils ont également l'un des taux d'effet négatifs les plus faibles en termes de mortalité ou de risque d'abus. Mais cela pourrait aussi être dû au fait que les personnes qui consomment des champignons sont différentes de celles qui sont plus susceptibles de devenir dépendantes à certaines substances. Il y a des millions de raisons qui pourraient l'expliquer. Il faut consulter des études médicales pour cela. Mais en fait, j'en ai fait une quand je suivais un cours à l'université sur les substances psychoactives. Comment s'appelait ce cours? Psychopharmacologie des plantes. J'ai vérifié, j'avais oublié le nom. Bref, j'ai dû écrire un mémoire sur les champignons. Peu importe. Bref, pour en revenir à ce que je disais, je n'ai pas pris de champignons depuis presque un an. Ça fait un moment. Parce que je n'en ressens ni le besoin ni l'envie en ce moment. Parfois, mes amis en parlent et je dis que je n'en ai pas envie. Et je ne veux pas dire que c'est une question de besoin, mais c'est plutôt une question de savoir si tu veux vivre une expérience individuelle ou non. Ce qui est étrange avec les champignons, c'est... J'ai oublié qui l'a dit. C'était peut-être Paul Stanitz ou quelqu'un d'autre dans un podcast, mais les champignons, en général, c'est comme si ta vie était une descente en luge sur une colline enneigée. Au début, il y a de la poudreuse partout. En descendant, tu creuses des sillons et entres dans une routine, tes propres schémas mentaux. Les champignons réinitialisent tout, la poudre redevient douce et tu dois réapprendre à avancer. Quand tu redescends des champignons, tu te sens sacrément bizarre. Tu ne te sens pas normal. Tu te sens vraiment mal à l'aise socialement. Et c'est très difficile de mettre tes pensées en mots. Tes pensées ont beaucoup plus de sens dans ta tête, mais essayer de les expliquer devient vraiment difficile. Et tu sais, tu dois réfléchir à cette expérience un moment, ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Les champignons sont généralement quelque chose, même dans les études médicales, où tu les prends et ensuite, tu sais, on ne te fait pas en reprendre pendant 2, 3, 4 semaines. Et ensuite, ils t'en redonnent. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se prend généralement tous les jours. Certaines personnes microdosent des champignons, pratique aussi utilisée en recherche médicale. Et ça, c'est encore autre chose, mais ce sont des gens qui prennent, tu sais, 0,1, 0,2 grammes dans une journée juste pour ressentir un effet plus stimulant plutôt que de vraiment ressentir le trip lui-même. Plus tu en prends, pire c'est, tu verras plus de choses. Je ne ferai jamais une dose héroïque, soit environ 5 grammes. Cela dépend aussi du champignon. À mon avis, 3 grammes de pénis envy serait plus puissant que 5 grammes de Psilocybe cubensis. Mais ouais, je ne sais pas. Je ne veux pas en faire la promotion. J'ai donc réfléchi à parler de cette drogue et du kratom, car je parle déjà du cannabis, de l'alcool et de la nicotine. Mais je sais qu'il y a des gens qui me regardent, et il y en aura forcément un idiot qui va voir ça et se dire «Oh, je vais essayer. Je vais aller en prendre tout de suite.» Et c'est pour ça que je répète sans cesse, mec, ne laisse surtout pas ce que je raconte t'influencer d'une manière ou d'une autre. Je veux t'avertir de la gravité de tout ça. Oui, ce que les documents médicaux vont dire ou ce que les études médicales vont dire sur la sécurité de... La psilocybine, c'était qu'assez différent. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vu briser des gens, et pas dans le bon sens. Même des expériences négatives, beaucoup pensent en avoir tiré un apprentissage. Il y a eu plusieurs fois où j'ai eu de mauvais trips du début à la fin. Je n'ai jamais passé un bon moment pendant les 5 ou 6 heures entières. Mais c'était parce que je devais vraiment affronter beaucoup de choses dans ma vie. Je devais devenir une meilleure personne et je devais vraiment me concentrer. Mais très souvent, les gens font juste de mauvais trips et ils n'en retirent rien, ils se sentent juste mal après.
Et parfois, ça peut vraiment les changer en mal, surtout ceux qui prennent des doses très élevées. Tu sais, quand j'ai eu des expériences avec des amis, je l'ai déjà raconté en stream, où j'ai eu des amis qui ont pris des champignons et qui ont complètement paniqué. Mais oui, c'est tout ce que j'ai pris. Les deux autres dont je voulais parler étaient la cocaïne et la MDMA. La cocaïne, en gros, c'est idiot d'en prendre. La cocaïne peut être coupée avec divers produits, dont du fentanyl, ce qui risque de provoquer une overdose mortelle. Elle est aussi très addictive. Ça abîme le nez, accélère le cœur, peut causer une crise cardiaque. Beaucoup d'autres substances ont ces effets. Mais la cocaïne, c'est l'une des drogues les plus louches que je vois mes potes consommer. Pas tous les jours, mais de temps en temps, moi je suis dans un bar et on va aux toilettes, ils vont dans la cabine et je me dis pourquoi vous allez foutre dans la cabine. Il y va. Et je me dis, ok, il prend de la cocaïne. Il ressortira, les yeux exorbités, transformés, totalement surexcités et pleins d'énergie. Le problème, c'est que les gens qui boivent et prennent de la cocaïne ignorent leur ivresse, ils se saoulent presque jusqu'au blackout, puis la cocaïne les réveille soudainement. Mais ils restent eux aussi ivres, sans le sentir, alors ils agissent normalement et boivent encore plus. Et c'est là que tu peux faire une intoxication alcoolique ou une overdose. Et là, tu risques vraiment de crever, c'est là que tu pourrais mourir. Et ça, c'est vraiment effrayant. Alors, ouais, évite totalement ce truc. La MDMA, j'ai été à beaucoup de soirées étudiantes où les gens prennent de la MDMA. J'ai été à des festivals de musique, évidemment comme Coachella. Il y a clairement des gens sous MDMA. Et tu les vois, ils agissent tous, tu sais, complètement. Et tu peux voir qu'ils sont clairement défoncés. C'était nul. Ce n'est pas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça comme, tu sais, représentation physique. Les gens sous MDMA, c'est une drogue de fait, non? C'est quelque chose que les gens prennent pour, tu sais, se sentir exaltés, plein d'énergie et heureux. Et ensuite, la descente après la MDMA ou la Molly est généralement très difficile et ça les prive de toute leur dopamine. Le lendemain, ils iront mieux que jamais. Puis le jour suivant, pire que jamais. J'avais un ami qui a pris de la MDMA une fois. Et une partie du problème avec ça aussi, c'est que ça peut facilement être coupé. Je crois qu'il a pris une pilule de méthamphétamine car il a commencé, je ne sais pas si c'est fréquent chez les usagers de MDMA, il a mâché un bouchon de bouteille tellement longtemps que sa bouche a commencé à saigner parce qu'il était vraiment en train de se fixer sur le fait de mâcher des trucs parce qu'il n'avait pas de chewing-gum. Et ouais, la MDMA, j'ai vu des gens sous son effet. J'ai discuté avec des gens sous son effet. Certains sont heureux, d'autres passent clairement un mauvais moment et regrettent de l'avoir pris. Maintenant, ils doivent juste attendre que ça passe aussi longtemps que nécessaire. Mais oui, il y a beaucoup d'autres drogues dont je pourrais parler, mais je n'ai pas vraiment d'expérience personnelle avec elles. J'ai suivi des cours de psychopharmacologie des plantes, comme je viens de le dire. Je connais beaucoup de drogues comme l'acide, mais je n'ai jamais vu quelqu'un sous acide, ni en ai pris moi-même. Je ne pense pas avoir de raison d'en parler, n'ayant aucune expérience personnelle. J'ai mentionné la MDMA et la coke uniquement parce que j'étais entouré de personnes qui en prenaient. Je pense que je pourrais avoir un témoignage. Tes connaissances, je suppose? Cette vidéo sera sûrement longue, on fera peut-être une autre vidéo sur l'herbe ou les hallucinogènes plus tard. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.